Donc, on est bien heureux, moi et Mélissa, de vous rencontrer aujourd'hui, de vous présenter notre webinaire qui va porter sur les personnes autistes en emploi, le secret d'une intégration réussie. Donc, je me présente, je m'appelle Sonia, je suis conseillère en emploi chez Mémo Québec, moi, l'Épinière Motricité Québec depuis bientôt 2 ans. Mélissa, je te laisse te présenter. Ben oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Mélissa Lévy. Je suis conseillère en orientation et en emploi chez Memo Québec depuis, ça va faire 15 ans cette année. Donc, ben bonjour. Et voilà, je vais vous donner le plan de notre présentation qu'on vous propose, Sonia et moi, aujourd'hui. Donc, on va parler du secret de l'intégration réussie des personnes autistes en emploi. Donc, on va faire un bref retour sur les bases de cette condition, l'autisme, qui est neurodéveloppemental. On va discuter des impacts positifs et négatifs de la dynamique autistique au travail. Bien sûr, le cœur du sujet, on va vous entretenir sur les conditions gagnantes qui permettent le développement du potentiel des personnes TSA. Et en bout de ligne, on va bien vous décrire c'est quoi le rôle que le service spécialisé de main-d'œuvre en emploi peut avoir auprès de la personne autiste et quel type de soutien on peut offrir également. Je vais admettre. Parfait. Donc, juste pour vous mettre un peu la table, dans le fond, je vais vous parler, je vais vous citer des petites citations de Bridget Harrison. Bridget Harrison est assez connue dans le milieu de l'autisme, mais elle est elle-même une personne autiste. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle a aussi une école, un centre d'expertise SACAD. Elle a une approche aussi, là, l'approche SACAD. Donc, si vous voulez lire davantage, là, vous allez retrouver beaucoup de références là, concernant Madame Harrison. Donc, je vous lis les citations. Le trouble du spectre de l'autisme n'est pas une maladie qui se traite, c'est un état, c'est une condition. Chez les personnes autistes, tout passe par le visuel pour apprendre, pour comprendre, pour interpréter et réagir face au monde qui les entoure. Au fond, qu'est-ce que l'autisme? Comme Sonia vient de le mentionner, c'est une condition neurodéveloppementale. Donc, ça veut dire que la personne naît avec cette condition-là, c'est acquis. Les symptômes sont présents depuis l'enfance et altèrent le fonctionnement au quotidien de la personne. Le fonctionnement au quotidien, c'est aussi bien dans les relations interpersonnelles, à l'école, qu'en emploi, avec les amis et plus tard, à l'âge adulte, probablement avec des conjoints ou conjoints. Les manifestations aussi autistiques peuvent diminuer avec l'âge. Par contre, c'est pas dans tous les cas que ça peut arriver. Mais sachons que ça peut toutefois arriver. L'autisme existe selon un spectre, donc ça se situe vraiment dans un spectre, ce qui signifie que deux personnes autistes ont des atteintes différentes d'une autre personne. Ce qui nous fait dire souvent quand on rencontre une personne autiste, on va rencontrer une seule personne autiste. Donc, les personnes autistes ont des atteintes différentes, à des degrés différents, et le soutien est différent d'une personne à une autre aussi. Donc, toutes les personnes atteintes d'autisme présentent certaines des différences qui sont déjà mentionnées, donc le degré, le soutien requis. Parfois, c'est influencé aussi par des comorbidités. Euh, les comorbidités peuvent venir aussi exacerber l'état de la personne, peuvent venir exacerber la condition de la personne autiste. Le profil féminin de l'autisme est aussi différent du profil masculin. Et c'est récemment, depuis les dernières années, on en parle plus abondamment, on en parle plus en fait. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire qui porte seulement sur le profil féminin, mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que
le profil féminin a vraiment pris de l'ampleur. Les gens, il y a des livres qui sont écrits aussi qui parlent du profil euh, plus féminin, c'est ça. Donc, il y a des podcasts qui existent. Il y a un podcast qui existe, entre autres, qui s'appelle les neurodivertissantes. C'est trois jeunes femmes qui font un podcast et qui parlent de leur vécu comme personnes, filles, femmes, TSA. On pense aussi que, bon, c'est sûr qu'il y a 4 fois plus, les garçons sont 4 fois plus diagnostiqués que les filles. Et les préjugés aussi dans l'évaluation diagnostique peuvent faire en sorte que les filles sont moins diagnostiquées. Et la fille a aussi la capacité, ben, en fait, peut-être l'habileté de se camoufler un peu plus au niveau social. Donc, elle va être plus difficilement détectable que les garçons. Donc, l'autisme affecte trois zones, si vous voulez, de la vie. Donc, ça affecte le traitement de l'information, la communication et l'établissement des liens avec les autres et avec l'environnement qui entoure la personne autiste. Le diagnostic comprend des variations dans les interactions sociales et la communication, comme par exemple la difficulté à comprendre les indices non verbaux. On disait tout à l'heure que c'était un état. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler que c'est neurodivergent, neurodifférent. C'est pas une maladie en tant que telle, c'est une façon différente d'appréhender le monde, d'être dans le monde. Et vous savez aussi, il y a beaucoup de personnes autistes qui ont aussi des sensibilités au niveau des sensibilités sensorielles. Ça se dit drôle, là, mais c'est des sensibilités accrues ou amoindries au niveau des cinq sens. Et chaque personne, on l'a dit tout à l'heure, hein, quand on rencontre une personne autiste, on rencontre une personne autiste. Donc, chaque personne autiste est unique et elle peut avoir des comorbidités. Donc, quand on pense à l'intégration en emploi d'une personne autiste, c'est important de bien connaître les manifestations, la façon dont ça affecte la personne pour pouvoir justement intervenir de façon personnalisée en fonction de ses besoins propres. Pour poursuivre les 3 caractéristiques du cerveau autistique qu'on retrouve, en fait, c'est les 3 caractéristiques communes à toutes les personnes autistes. Peu importe leur degré d'atteinte et de l'autisme, là, que ça soit visible ou non visible, on retrouve la difficulté d'initiative du cerveau. On va les expliquer plus en détail dans les diapos suivantes, mais la difficulté d'initiative du cerveau, on retrouve la difficulté d'abstraction, tout ce qui est abstrait, la difficulté de rappeler l'information en temps réel ou le traitement de l'information. Donc, la difficulté d'initiative du cerveau agit comme si le cerveau avait toujours besoin d'un démarreur ou d'un indicateur externe pour déclencher son action, pour passer à une autre étape. C'est comme si ce démarreur-là, pour la plupart d'entre nous, s'effectue de façon automatique. On n'a pas besoin d'y penser, mais on se met en action. Mais pour une personne autiste, il y a un processus qui doit être parcouru, un processus appris pour que la personne puisse être en mesure de passer à l'action, de passer à l'étape suivante. Selon les degrés d'intensité, euh, de, selon comment la personne est affectée aussi, ça, peut-être qu'elle va avoir besoin d'aide extérieure. C'est pour cette raison-là que, par exemple, des fois, les pictogrammes peuvent être utilisés pour aider les personnes autistes. Ça prend un indice extérieur, que ce soit une routine établie ou un pictogramme ou quelqu'un
qui fait penser à la personne justement de se mettre en action. La deuxième caractéristique, c'est la difficulté d'abstraction. Donc, le cerveau étant fonctionne plus au niveau du perceptif, du visuel, du concret. L'autisme tient compte de ce qui est visible, de ce qu'il voit, qui comprend, c'est ça, tout ce qui est abstrait. Et donc, ça rend les interactions sociales très difficiles. La personne autiste va avoir de la difficulté à voir les subtilités dans les relations ou dans les comportements sociaux. Les émotions aussi peuvent être parfois difficiles à décoder pour la personne, surtout les émotions qui ne sont pas aussi nuancées comme par exemple la colère ou quelqu'un qui est triste, mais les émotions qui sont plus subtiles, la personne TSA va avoir de la difficulté à décoder qui fait des fois des situations où la personne TSA ou la personne autiste va arriver dans une, ben, je peux vous donner un exemple, une personne autiste, à un moment donné, je travaillais avec un jeune homme autiste qui travaillait dans un milieu communautaire, et puis les gens étaient en réunion, et la personne avait un besoin, donc elle voulait poser une question à sa personne ressource, mais la personne ressource était en réunion avec les autres, et la personne autiste n'a pas évalué le contexte. Donc, elle est rentrée dans la réunion et elle a posé sa question sans prendre en considération qu'il était en train de traiter des points. Fait que des fois, au niveau de la lecture d'une situation sociale, d'un contexte social, ça va être difficile pour la personne de décoder. Il faut bien leur expliquer, puis parfois, il faut faire des scénarios sociaux pour les aider à comprendre le monde plus abstrait là, au niveau du social. Comme aussi la communication non verbale, hein, Sonia, où des fois un regard fâché peut ne pas être décodé par la personne autiste aussi, hein, je pense. Exactement. Difficulté à décoder le non-verbal des gens, puis à le comprendre, à donner du sens, à le comprendre, parce que des fois, notre non-verbal n'est pas toujours en lien avec ce qu'on dit. Donc ça crée encore plus de confusion pour la personne TSA dans ce contexte-là. Le cerveau est connecté du côté perceptif, non social, ce qui fait que l'autisme, on nomme parfois qu'il est socialement aveugle. On a besoin de les aider, surtout dans des contextes de travail aussi. Le contexte du milieu du travail est assez complexe aussi. Des fois, on joue des personnages. Pour la personne TSA, tout ça, c'est très, très complexe. Parce qu'elle est très souvent directe, elle va pas passer, elle va pas avoir de filtre dans certaines situations. Donc, ça peut vraiment être des enjeux de maintien en emploi là, pour la personne TSA. Et l'autre difficulté, c'est celle de rappeler l'information en temps réel, ou le délai de traitement, même dans la description verbale des événements qui peuvent être vécus, rapportés beaucoup plus tard que l'événement. Dans le fond, ce que ça signifie, c'est que le cerveau n'arrive pas à traiter l'information associée à soi en temps réel. C'est pourquoi on entend souvent les personnes autistes répondre «je sais pas» quand on lui pose une question personnelle qui touche son vécu. C'est pas parce qu'elle ne sait pas nécessairement, c'est parce que son cerveau il prend plus de temps pour aller chercher l'information pour répondre à la question. Souvent, la réponse va venir, mais un peu plus tard, quand la conversation, elle est passée. Donc, ça fait partie aussi des enjeux sociaux, de la communication avec les autres qui peuvent être difficiles pour les personnes autistes. Ouais, je peux rajouter au niveau du délai de traitement. Parfois aussi comme intervenant ou comme personne neurotypique, on s'attend quand on pose une question qu'ils nous répondent rapidement. C'est important avec la personne TSA de quand on pose une question d'attendre pour qu'elle traite l'information, pour aller tout chercher les éléments là, qui vont l'aider à mieux répondre le mieux possible, de lui donner du temps pour répondre à la question. Donc, ne pas rajouter, si on rajoute une autre question par-dessus la première question qu'on a rajoutée, ben, on amène encore plus de difficultés à la personne TSA parce qu'elle va retraiter une autre information. Donc, il faut prendre le temps de la laisser traiter l'information puis de répondre à son rythme par la suite.
Et ça fait aussi dire aux gens à tort que les autistes, que les personnes autistes n'ont pas d'émotions. Puis même ce qu'il faut, elles ont des émotions, mais sont peut-être pas capables de les nommer ou de les exprimer en temps réel. Encore là, il peut y avoir un décalage entre le moment où la personne vit une émotion et le moment où elle soit en mesure de l'exprimer. L'autisme, donc un handicap invisible, on parle de spectre parce que ces personnes partagent les mêmes caractéristiques, ils ne sont pas touchés de la même façon. Donc, une personne TSA peut avoir des atteintes au niveau sensoriel et des hyposensibilités en même temps aussi sur d'autres sens. Donc, et l'intensité d'une personne à une autre peut être aussi très variable. Donc, c'est pour ça, comme on disait, là, on rencontre une seule personne autiste, il ne faut pas généraliser. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle un petit peu plus de généralité, mais les personnes TSA ont vraiment, c'est ça qui rend la complexité d'intervenir auprès d'eux, c'est ils ont vraiment des particularités communes, ils ont une façon de fonctionner. C'est vrai qu'il y a des caractéristiques qui se retrouvent à être similaires pour les personnes TSA parce qu'on aurait de la difficulté à diagnostiquer, mais ça reste que pour, admettons, des hypersensibilités visuelles, ben, il y en a qui ont des hypersensibilités visuelles à une intensité plus grande, d'autres, c'est quelque chose dans lequel ils sont capables de fonctionner. Donc, tout ça, c'est très variable d'une personne à une autre. Ces caractéristiques-là aussi peuvent changer en fonction de la situation et du type de soutien fourni. On parle beaucoup de soutien depuis qu'on apporte un diagnostic, depuis que le diagnostic, en fait, il est fait plus au niveau non du trouble envahissant du développement avec le parapluie qu'on voyait là avant, mais plus au niveau du spectre de l'autisme. Et on y va plus avec des niveaux en fait, c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1, ça équivaut vraiment à un autiste là, léger, donc qui a besoin d'un soutien minimal. Niveau 2, c'est l'autisme modéré, qui représente là, le soutien substantiel. Et le niveau 3, c'est l'autisme là, plus sévère, qui a besoin d'un soutien très important. On parle plus en termes de soutien quand on parle de diagnostic là, pour les TSA. Et, Pardon, oui, oui. j'allais te demander, est-ce que ça peut, Sonia, tu penses que chez les personnes autistes, toutes les zones peuvent ne pas être affectées, par exemple, ça peut aller bien dans la zone interpersonnelle, mais plus difficile au travail ou vice-versa? Absolument. Les personnes TSA peuvent avoir des difficultés au niveau social, mais il y en a qui ont moins de difficultés au niveau social parce qu'ils ont appris, soit qu'il y a eu ils ont travaillé au niveau des habiletés sociales, ils ont été rapidement pris en charge, si je peux dire. Donc, ce qui fait qu'ils ont développé des stratégies là, pour socialiser. Mais c'est ça. Il y en a qui ont des atteintes. Il y en a au niveau de l'organisation, c'est extrêmement difficile pour eux de s'organiser. Juste de se lever le matin puis d'arriver à l'heure, ça demande beaucoup de mobilisation. Mais pour d'autres pour qui c'est quelque chose ils ont eu le support nécessaire pour se mobiliser, pour se lever le matin puis pour enclencher leur journée. Les personnes autistes peuvent avoir besoin de peu ou pas de soutien, comme je dis, dans certains domaines, mais comme Mélissa disait, là, puis besoin de beaucoup de soutien dans d'autres, hein, des fois on pense, bon, je comprends pas pourquoi elle a de la difficulté à arriver, pourquoi elle est si forte, admettons, au niveau de l'informatique. Ça, c'est un peu cliché, là, mais on pense souvent que les personnes autistes sont fortes en mathématiques, sont fortes en informatique. Euh, mais d'un autre côté, juste pour vous illustrer, d'un autre côté, la personne TSA peut avoir beaucoup de difficultés à suivre, à vivre des changements de routine, à s'organiser dans sa paperasse, tout ce qui est administratif, ça peut être très, très, très exigeant. Euh, je suis depuis longtemps une femme TSA qui est nutritionniste. Elle a étudié,
elle est nutritionniste, elle fonctionne bien dans son milieu, elle a besoin d'un peu de coaching, mais elle a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'organiser à la maison. Elle doit demander de l'aide pour tout ce qui est les paperasses, la paperasse, les papiers s'accumulent. Donc ça, elle a besoin d'aide parce qu'elle n'arrive pas au niveau des fonctions exécutives, souvent il y a des atteintes, donc ce qui fait que ça peut être difficile là, de se mettre en action, puis de trouver les stratégies. Nous, on va trouver facilement des stratégies, on va faire des listes, on va mettre les choses par étapes, on va faire de la résolution problème plus rapidement, plus automatique. On va le voir plus loin, là, mais pour la personne TSA, là, c'est pas quelque chose pour certaines personnes, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc, ça doit être appris. Est-ce que je peux donner un autre exemple, Sonia? Il y a quelqu'un dans mon entourage qui, euh, qui, qui est Asperger, là, qui a un trouble du spectre de l'autisme. Puis pourtant, cette personne-là, au niveau professionnel, elle est ingénieure, ça va bien, elle gère des gros projets, mais dans sa vie personnelle, c'est un peu plus difficile, tu sais, dans le sens où quand c'est le temps d'organiser des activités de loisirs, où il n'y a pas de processus plus défini, ça reste que c'est plus difficile. Faut que sa conjointe, puis vraiment, sa conjointe a pris du temps avant de comprendre, tu sais, que c'était ça la difficulté, parce qu'elle se disait, ben, dans son travail, il est super organisé, puis tout ça, mais quand ça arrive dans sa vie personnelle, c'est pas si évident que ça. Donc, ça peut être des gens qui occupent aussi des postes de haut niveau, mais tu sais, qui arrivent à compenser en emploi parce qu'il y a toutes sortes de structures autour d'eux qui facilite justement le travail. Ouais. Ben, les personnes TSA ont beaucoup de difficultés à fonctionner dans des milieux qui sont pas structurés. Ils vont Mhm. ressortir du lot, là, ils vont faire, OK, non, ça fonctionne pas. On peut pas dire, on peut difficilement dire à une personne autiste, vas-y comme tu penses. Mhm. Ça, pour elle, ça va être extrêmement insécurisant. Elle a besoin de savoir c'est quoi les étapes, qu'est-ce qui s'est fait avant, elle a besoin d'avoir des balises pour se diriger, là, pour s'orienter puis pour répondre aux attentes. Mhm. Oh, on n'avait pas fait cette. Je pense on a passé une fiche, Sonia. On a-tu passé? Non, je pense pas. Non, OK. Bon. Non? Ouais. Ça, c'est à toi. Ouais. Oui, OK, bon, c'est bon. Le cerveau autistique. Mais dans le fond, ça va faire référence aux trois caractéristiques de l'autisme dont on a parlé un peu plus tôt. Pour expliquer les choses d'une manière plus imagée, on dit que le cerveau d'un autiste est manuel. Celui d'un neurotypique est automatique. C'est la difficulté avec l'inhibition, la mise en action dont on parlait tantôt. Vous pouvez imaginer la différence entre une voiture avec une voiture à cloche manuelle où il faut vraiment que tu y penses et que tu apprennes à changer les vitesses versus un, un véhicule automatique où tout se fait tout seul. Mais pour les personnes autistes, ils doivent apprendre souvent des séquences d'action pour se mettre en action. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, les routines ou les structures les aident énormément parce que ça vient un peu pallier au fait que ce ne soit pas automatique pour eux. Ils peuvent l'apprendre, ils finissent par l'apprendre, puis on peut avoir l'impression que ça devient automatique au fil du temps, mais ça reste que ça doit leur demander une énergie additionnelle. C'est différent de, de chez les personnes neurotypiques. Et il y a certaines tâches qu'on peut avoir l'impression qui sont faites sans effort pour les gens qui n'ont pas un TSA, mais qui demandent des efforts et de l'énergie pour une personne autiste. Donc, c'est un gros morceau, une grande clé, je pense, de l'intégration en emploi, de comprendre justement ça pour être en mesure de mettre autour de la personne des structures qui vont initier son action plus facilement sans qu'elle aille à déployer moins d'énergie pour le faire que s'il n'y avait pas de structure. Exact. C'est au niveau de la surcharge, hein, la surcharge sensorielle. Si justement, il n'a pas de structure autour d'elle, puis elle n'a pas d'accommodement,
pour l'aider, c'est elle va toujours être en mode manuel, là. Elle va avoir de la difficulté à la fin de la journée, là, en fait, à finir sa journée parce que le niveau d'énergie, on va le voir plus tard, là, mais va être moindre, ça va être difficile pour la personne là, d'être productive parce que le niveau d'énergie va être trop affecté. C'est comme un peu si on pensait, nous qui sont neurotypiques ou les gens qui sont neurotypiques, qui avaient à penser à tout ce qu'ils faisaient. Bon, ben là, je vais préparer mon souper. Ah, faut que j'ouvre le frigidaire. Faut que je prenne tel ingrédient, tel autre ingrédient. Faut que je les mélange ensemble. Faut que je sorte un bol pour les mélanger. On fait ça comme 1000 fois par jour de façon automatique. Mais pour les personnes autistes, il faut que tu penses. Donc, ils ont vraiment une perte d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie à ce moment-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'au bout de la journée, comme Sonia le disait, ben, ils ont dépensé beaucoup plus d'énergie qu'une personne neurotypique. Puis ils peuvent arriver en surcharge cognitive plus rapidement aussi qu'une personne qui ne peut pas penser à tous ces petits détails-là de la vie quotidienne. L'absence de mesures de soutien approprié, en l'absence de mesures de soutien approprié, les différences sociales et cognitives peuvent rendre la réussite professionnelle difficile. Je voulais un petit texte, il y a toutes les références en fait de ce qu'on a pris se retrouvent là dans le PowerPoint qu'on va vous partager, la présentation, on va vous la partager là, après la présentation. Des recherches ont montré que les adultes atteints d'autisme peuvent avoir du mal à s'acclimater et à s'adapter à de nouveaux milieux de travail et à de nouvelles attentes. Ils peuvent parfois trouver difficile de se souvenir des instructions verbales et de les suivre. Ils peuvent également avoir du mal à communiquer et à travailler efficacement avec leurs coéquipiers, particulièrement, comme on disait tantôt, dans des environnements non structurés. Ces différences sociales et cognitives, selon les recherches, pourraient contribuer à expliquer pourquoi les adultes autistes ont en moyenne des durées d'emploi plus courtes que la population en général. Donc, ceci explique cela. Difficulté à se souvenir des instructions verbales et de les suivre, ben, c'est sûr que si on parle à une personne TSA, si un gestionnaire ou un chef d'équipe donne des consignes, mais en même temps, il y a du bruit, en même temps, il y a une luminosité, en même temps, il y a plein d'autres stimuli que je dois gérer, que la personne doit gérer, c'est certain que pour elle, ça va être difficile de capter l'essentiel de ce qui est dit. Puis parfois, quand on donne une information, ben, on va rajouter plein d'éléments dans notre consigne qui sont peut-être pas nécessaires, mais qui vont rajouter de l'information à la personne autiste, et ce qui va faire que ça va être difficile pour la personne d'aller chercher l'essentiel de ce qui a été dit. C'est pour ça d'écrire souvent, d'envoyer des courriels, d'envoyer les consignes par écrit, de faire des listes de tâches, d'avoir du visuel, c'est toujours très gagnant pour la personne TSA, puis ça lui permet de maintenir le plus possible son énergie dans le courant de la journée. Se retrouver dans le cadre du travail quotidien, c'est souvent une source de difficulté pour les personnes autistes qui s'efforcent de s'intégrer dans un milieu de travail qui est essentiellement neurotypique. Ça fait référence effectivement à cette caractéristique manuelle de leur cerveau où il faut vraiment qu'ils pensent à tous les petits détails du quotidien pour s'intégrer dans un milieu de travail où la plupart des gens, souvent, n'ont pas à penser à ces petits détails-là. Donc, ça fait en sorte, comme on le disait tout à l'heure, qu'à la fin de la journée, ouf, il manque peut-être un petit peu d'énergie pour ces personnes-là pour la suite. De C'est loi, causé, oui, j'allais excuse-moi. dire, c'est causé vraiment quand il n'y a pas de mesure de soutien, là. Mhm, mhm. Ah, c'est ça. Donc, Deloitte a fait des articles, là. Vous allez trouver les références dans notre présentation. L'un des facteurs qui contribue à cet épuisement-là après le travail, c'est l'effort que font les personnes autistes pour minimiser ou cacher leurs différences dans les milieux. Donc,
on parle de 57% se sentent épuisés à la fin d'une journée. Aussi, parmi les répondants à ce sondage-là, 45% ont déclaré qu'ils avaient l'impression de devoir masquer leur autisme pour accomplir leur travail. Et 47% ont affirmé qu'ils n'étaient pas à l'aise de révéler leur autisme, c'est ça, aux employeurs. Donc, c'est quand même parlant comme pourcentage, là. C'est des enjeux, on a encore du travail à faire au niveau de la sensibilisation, d'autant plus que on reconnaît que c'est invisible, c'est complexe, mais on doit souvent, nous, notre travail là, comme conseiller, ça va être de sensibiliser en début d'emploi, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que tout le long aussi de l'emploi, parfois, on doit ressensibiliser le milieu parce que soit qu'il y a des changements gestionnaires, soit qu'il y a des changements de chef d'équipe, changement de collègues de travail, donc on doit ressensibiliser. Puis aussi, les gens, ben, ils oublient que la personne a une condition. Donc, ça a été souvent, j'avais une participante qui avait intégré un milieu de travail, puis elle revenait vers moi, elle avait commencé un nouvel emploi qui était quand même assez exigeant. On avait sensibilisé l'équipe, on avait sensibilisé les gestionnaires, mais après un mois, 2 mois, ma participante m'écrit, elle dit, je pense qu'ils ont oublié que j'étais autiste parce que là, ils me donnent des tâches par-dessus des tâches, puis ils me laissent pas acquérir, ils me laissent pas apprendre les nouvelles tâches, puis ils me rajoutent beaucoup de choses. T'sais. Mais comme c'est ça, comme de fait, ben, on a dû remettre les pendules à l'heure, comme on dit, puis resensibiliser l'équipe. Il y avait vraiment comme dans la performance, des fois, on oublie de faire attention à ces choses-là. Fait que c'était de resensibiliser l'équipe là, pour s'assurer là, que les accommodements étaient maintenus en place. Quand ça arrive, ces situations-là, c'est les gens, en raison du délai de traitement de l'information en temps réel dont on a parlé tout à l'heure, ben les personnes autistes sont pas toujours en mesure de le dire à leurs collègues ou leurs patrons au moment où ça se passe, ces Mhm. surcharges de travail-là. Ils peuvent porter ça par la suite. Ça peut être difficile pour eux, justement, de négocier la partie sociale de leur surcharge de travail, d'en parler avec d'autres de la communauté. Oui, tout à fait. Puis dans ce même exemple-là, mais c'est intéressant parce que le milieu avait défini un chef d'équipe, donc une personne ressource pour ma participante, mais il y avait aussi un parrain qui était. Donc, cette personne-là, elle servait un peu pour expliquer les codes non écrits, là, les règles non écrites là, dans le milieu de travail. Donc, c'était une ressource vers qui elle pouvait, avec qui elle pouvait parler pour l'aider à décoder parfois des contextes qui sont difficilement, tu sais, qui sont sociales, qui sont difficiles à décoder pour les personnes TSA. C'est comme un parrain, marraine ou parrain. Là. Ça peut être aussi des accommodements intéressants pour les personnes autistes. Et pour toute personne, je dirais aussi, pas juste Mhm. les personnes autistes. Donc, tantôt, on parlait des sensibilités sensorielles, mais ce que ça veut dire au juste, c'est que les personnes autistes perçoivent tous les stimuli de leur environnement sans filtre et sans sélection. Sonia elle m'a apporté une belle image de ça. C'est comme un gardien de but sans gardien. C'est comme un but sans gardien de but. Tout arrive à la même intensité, les sons, la lumière, les sensations corporelles, les odeurs, tous ces petits stimuli-là arrivent en même temps, avec la même intensité chez une personne autiste. Donc, ça fait que la personne autiste, elle peut se trouver assaillie tout d'un coup par plein de choses, puis devenir en surcharge sensorielle rapidement. Tu sais, la plupart d'entre nous, quand on parle avec une personne, puis qu'il y a un bruit de fond, un cellulaire, une autre conversation derrière, on a la capacité justement de mettre ce qui est derrière de côté, puis de se concentrer sur la personne à qui on parle vraiment. Une personne autiste, justement, parce qu'elle a de la difficulté à faire du ménage dans les stimuli, si vous voulez, ça va l'affecter autant que la conversation qu'elle va avoir avec la personne devant elle. Donc, elle va avoir la difficulté à se concentrer.
Elle va avoir la difficulté à comprendre aussi ce que l'autre personne en face d'elle lui dit et à s'exprimer et elle peut devenir vraiment en surcharge rapidement. C'est ce qu'on disait ici de particularité à ne pas séparer les informations d'arrière-plan et les informations de second plan dans la perception. Hein. Ça n'a pas nécessairement de rapport avec l'intelligence. C'est plus avec les perceptions sensorielles. Hein. La différence se trouve, ça peut venir avec des problèmes de déficience, mais à la base, l'autisme, c'est une question de perception sensorielle, je pense, puis de fonctionnement du cerveau. Et aussi, les personnes autistes, il y en a qui sont soumis à des hyposensibilités. On a parlé beaucoup d'hypersensibilité, mais il y en a, au contraire, ils- leurs sens vont capter beaucoup moins de stimuli que d'autres personnes en même temps. Il y a une petite vidéo, là, Sensory Overload, sur YouTube. Vous voyez, c'est une petite vidéo super intéressante qui met, c'est imagé, là, voyons, c'est animé, là, animé, dessin comme des dessins animés. Mais ça représente vraiment comment la personne autiste peut ressentir les stimuli. Donc, je vous invite à aller l'écouter, là. C'est vraiment très représentatif, là, de ce qu'ils peuvent vivre. Sonia, on a une question dans le chat. Est-ce que je peux la poser maintenant en lien avec Oui, l'hypersensibilité? oui, 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 oui. Ceux qui ont des sensibilités sensorielles ont-ils nécessairement le diagnostic TSA? Hmm. Moi, je dirais C'est que non. intéressant. Non, il peut avoir aussi une Ok. hypersensibilité sans avoir nécessairement Mhm. le fonctionnement du cerveau autistique, je pense. Oui, je m'excuse. Ouais. Là, OK. Je m'excuse. Je veux juste reprendre la question. C'était ceux qui ont des sensibilités sensorielles ont-ils Ont-ils une nécessairement un intervention? diagnostic de TSA? Non, parce que je connais des gens, même dans nos participants, qui ont des atteintes neurologiques, qui peuvent avoir des sensibilités sensorielles. J'ai une participante, entre autres, qui n'a pas de TSA et qui a des hypersensibilités. Mhm. Oui, je pourrais pas Oui, vous dire. c'est ça. Le diagnostic du TSA ne s'arrête pas aux hypersensibilités. Il y a souvent les Non, trois caractéristiques qui doivent être présentes pour que le diagnostic soit posé. absolument. Oui, tout à fait. Euh, voilà, on continue. De ça, est-ce que c'est correct? Il y a des individus qui ont des hyper et des hypos. Par exemple, on peut être hyposensible au son et être hypersensible au toucher pour la même personne, là. Même une personne autiste peut aussi expérimenter des hyper et des hyposensibilités pour un même sens. Une personne peut ne pas supporter certains bruits ou des bruits qui ont une fréquence particulière, donc fonctionner en hyper, et en même temps ne pas entendre suffisamment les voix des personnes qui l'entourent, donc fonctionner en hypo. Des fois, juste le néon, c'est pas seulement la lumière, mais dans les lumières néon, j'avais souvent des participants qui me demandaient de fermer la lumière, pas juste à cause de la vue, mais il y a un silement qu'on entend sur certaines lumières, même les télés aussi dégagent une espèce de petits sons très, très, très aigus que les personnes TSA peuvent capter. Certaines personnes TSA peuvent capter. Donc, les pertes d'énergie en autisme. L'idéal, c'est de permettre à la personne autiste de recharger ses batteries avant l'apparition des signes de fatigue pour maintenir un niveau d'énergie fonctionnel. Pour chaque perte d'énergie, il est possible que la personne autiste ait besoin de plus de temps pour la regagner que le temps pris pour la perdre. C'est comme si le compte de banque se gagne moins rapidement qu'on dépasse notre argent. Les personnes autistes peuvent dépenser leur énergie plus rapidement qu'ils la gagnent. Mm. Idéalement, il faudrait prévoir du temps de recharge avant et après l'activité énergivore, comme des réunions d'employés, des activités sociales, des longues réunions, des moments où ils sont très sollicités. Puis des batteries complètement vides, quand la personne est vraiment très épuisée, ben, c'est toujours plus long à recharger que des batteries qui ne vont pas juste
jusqu'à l'état d'être déchargé au complet. Donc, l'analogie de la batterie. Oh, pardon. OK. L'analogie de la batterie, lorsque le niveau d'énergie est plus bas, on peut observer des manifestations qu'on appelle chez les personnes autistes, donc un état de crise, ça peut aller jusqu'à la crise. Je vous dirais que rendu adulte, là, quand on a développé quand même beaucoup de stratégies là, pour ne pas se rendre jusqu'à la crise. En général, les gens plus ils se connaissent, s'ils n'ont pas de déficience intellectuelle, ils vont réussir là, à ne pas se mettre dans des situations là, qui vont être difficiles, qui vont les amener jusqu'à un état de crise. Mais c'est ça, ça peut faire partie là, le niveau d'énergie très bas là, quand on n'a plus d'énergie, parce que là, s'il arrive un facteur stressant puis qu'on n'a déjà plus d'énergie dans notre batterie, là, peut arriver l'état de crise, des fatigues extrêmes, donc avoir 2, 3 jours de difficulté à se remobiliser puis à reprendre des bonnes habitudes, des défis dans la gestion des émotions. Ça, c'est aussi, on le retrouve pas juste chez les filles, mais parfois chez les filles, ça va être chez les femmes ou chez les hommes aussi. Ça peut être quelque chose qu'on observe. Ils vont avoir plus de difficulté à contrôler ou à avoir les bonnes, comment je peux dire ça, à bien gérer, dans le fond, les débordements émotifs, difficulté dans le contact social. Ça aussi, ça va être observé chez les personnes sont à la fin d'une journée, on évite le plus possible les relations, les contacts sociaux et les réunions pour les personnes TSA dans la mesure du possible. On va observer de la démotivation, puis on va observer aussi une plus grande rigidité. Je l'ai observé assez dans ma pratique, la rigidité quand il y a beaucoup d'imprévus beaucoup d'anxiété, on est dans une période stressée, la rigidité va se manifester plus. Donc, ça, il faut travailler aussi avec cette rigidité-là, puis essayer d'expliquer à la personne ou de trouver des stratégies pour l'aider là, à reprendre le contrôle. Là. Une des stratégies, justement, du conseiller en main-d'œuvre, c'est de mettre en place des aménagements dans l'horaire de travail, dans les façons de travailler, justement pour pas en arriver là à ce niveau de fatigue extrême, là. Le conseiller en main-d'œuvre est bien placé pour conseiller la personne sur, par exemple, avoir des réunions plus longues en fin de journée ou faire ou exécuter des tâches qui sont plus cognitivement énergivores que d'autres en début de journée. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on peut mettre en place avec le client, justement pour pas arriver à ce niveau de fatigue-là. Je continue avec celle-là, mais ça, oui. Okay. Oui, tu sais, ben, non, c'est bon. Oui, oui, oui. Je pense oui, c'est bon. On a. Excellent, on est bonne. Ça va Oui, bien. ça va bien. Les pertes d'énergie. Ben, je vais vous montrer dans le fond, ben, ça, ce petit tableau-là, là, ça peut être utilisé pour chaque personne. On peut reprendre ça avec nos participants, puis voir qu'est-ce qui fait qu'ils vivent des pertes d'énergie. Ça se situe à quel niveau? Parce que ça dépend de chaque personne, TSA. Donc, juste de façon générale, là, être dans un environnement bruyant ou en surcharge sensorielle, ça peut être très énergivore pour les personnes TSA. Des gens qui parlent, des espaces ouverts dans les milieux de travail, ça peut quand même être assez difficile pour les personnes autistes. La cohue, bon, c'est ça, les cris, le parfum, les odeurs, pour ceux qui ont des hypersensibilités olfactives, c'est des enjeux aussi parfois importants. J'avais une participante, puis j'avais demandé à ma participante, pour vous donner un exemple, là, j'avais demandé à ma participante
de m'accompagner pour une présentation à la ville de Montréal. Et il y avait une vingtaine de personnes pour cette présentation-là. Et quand elle est arrivée dans la salle, ça sentait le parfum. Mais moi, je n'avais pas porté attention, mais elle le sentait, là, mais fois 10, fois 1000. Donc, elle n'a pas été en mesure. En fait, elle l'a fait, mais ça a été très difficile parce qu'elle était vraiment comme elle était en surcharge là, au niveau de ce sens-là. Donc, elle avait beaucoup de difficultés à garder sa concentration puis faire la présentation avec moi. C'est un exemple. Elle avait comme truc, là, elle prenait des grains de café, puis il paraîtrait que le grain de café coupe les odeurs. Donc, elle prenait, mais là, elle n'avait pas ses grains de café, mais c'est un truc qu'après, quand elle allait dans le milieu de travail, tu sais, les gens qui se parfument beaucoup dans les milieux de travail, ben, pour les personnes TSA, ça peut être problématique. Un imprévu, une surprise, que ce soit une bonne, une mauvaise nouvelle, une bonne, une mauvaise surprise, c'est quelque chose qui est drainant. Socialiser, même lorsque ça se passe bien. Les changements de routine, des vêtements inconfortables, hein, les étiquettes parfois sur les vêtements dans le cou, là, ça peut être quelque chose qui dérange la personne. Ça va prendre toute la place, puis ça va être déstabilisant, là, puis ça va l'empêcher, ça va l'épuiser, puis ça va l'empêcher parfois de se concentrer sur l'essentiel. Attendre après les autres, apprendre, avoir à faire des choix aussi, les conflits très difficiles aussi, les atmosphères qui sont conflictuelles, les gens conflictuels, les atmosphères de conflit dans les milieux de travail, parfois ça peut être très difficile pour la personne de comprendre ce qui se passe, puis euh, de des fois, elle peut être prise dans des situations aussi parce qu'elle n'a pas compris tous les enjeux que ça peut apporter, là. Donc ça peut être très drainant pour la personne. Ne pas avoir son horaire, ne pas avoir la durée habituelle du sommeil aussi. Ils peuvent avoir aussi des troubles au niveau du sommeil. Faire une activité qui ne l'intéresse pas va demander aussi beaucoup d'énergie. Donc, puis en contrepartie, ce qui va aider à recharger la batterie, ben, ça va être aussi de parler de leur intérêt. C'est aussi une façon d'être en contact avec la personne. La personne est à l'aise, elle va parler de son intérêt. C'est souvent ce que j'utilisais dans mes interventions avec une personne. Au début, on parlait de son intérêt. Des fois, on devait réserver comme une partie de la séance. En 5 minutes, on parle de l'intérêt, mais après, on passe à nos objectifs qu'on doit atteindre. Tout ça en le faisant dans une pointe de tarte visuelle, là, ça les aide à mieux se structurer dans le temps parce que parfois la gestion du temps peut être un enjeu aussi. Et puis ça peut être anxiogène quand on sait pas, quand on n'a pas de repère par rapport au temps. Être dans un endroit calme et silencieux, suivre une routine, prendre des pauses sociales, de pas d'avoir d'exigences pour socialiser. J'avais un participant qui avait vraiment un besoin quand il a commencé son emploi. Il a nommé qu'il ne voulait pas être obligé d'aller à des 5 à 7 parce que pour lui, c'est des environnements qui sont pas structurés. C'est extrêmement drainant de suivre des conversations où les gens parlent parfois en même temps aussi, là. Donc, et puis, au niveau sensoriel, il y a beaucoup de choses à gérer. Pouvoir se donner à des stéréotypies apaisants, balancement, maniérisme, stimulation verbale. Ça aussi, c'est c'est des moyens qui les aident à s'auto-réguler quand ils sont trop en surcharge sensorielle. Manipuler des objets, ça peut être des textures qui vont les calmer, qui vont leur permettre de se recentrer, prendre du temps avec un animal de compagnie, ne pas avoir à gérer des nouveautés, être dans un environnement avec ses repères habituels et ne pas avoir de tâches complexes à effectuer. Donc, voilà. Mais c'est plus fort qu'eux, hein, Sonia. La question du parfum, par exemple, là, on pourrait entendre leurs collègues dire, ben là, reviens-en, là, c'est pas la fin du monde, mais pour eux, c'est vraiment plus fort qu'eux. Oui, C'est on peut c'est penser que non c'est négociable, psychiatrique. là.
peut penser que c'est des caprices, mais c'est Il peut y pas. avoir des préjugés, oui. Ouais, exact. C'est vraiment les connexions du cerveau qui sont différentes de nous. Il y a c'est exacerbé. C'est beaucoup plus, nous, on va le sentir, le parfum, là, mais c'est sûr il y a des gens qui ont des odorats un petit peu plus développés que les autres. Là, je prends l'exemple de l'odorat, mais pour les personnes autistes qui ont une hypersensibilité olfactive, là, c'est vraiment quelque chose d'handicapant. Mhm. Ouais, C'est vraiment. ça, c'est le rôle aussi du conseiller en main-d'œuvre, ça peut être de sensibiliser justement les gens dans l'environnement de travail au fait que ce qui peut sembler évident pour plusieurs ne l'est pas nécessairement pour la personne autiste. Et on a aussi une autre question dans le chat. Mhm. Face à la critique, comment présenter la chose? Est-ce que les personnes autistes prennent bien la critique? Par rapport aux personnes autistes, c'est ça, Rudy? Tu veux dire quand la personne, peux-tu préciser? En fait, c'est par rapport, tu sais, dans son, peut-être son hygiène ou des choses qu'on Hum, hum, souhaiterait faire remarquer à la personne. Parce hum. que là, on parle, oui, des choses qui les incommodent, mais peut-être la personne a elle-même une situation qui peut incommoder d'autres personnes. Donc, comment présenter la critique dans ce cadre-là? Ouais, c'est sûr que je te dirais que la base, c'est d'avoir le lien de confiance. Parce que si tu n'as pas le lien de confiance avec la personne, mais que ce soit n'importe qui parler de l'hygiène d'une personne, ça reste toujours quelque chose de délicat. Mais je pense que quand tu établis ce lien-là avec elle, ben, avec des mots de bienveillance, quand tu es dans la bienveillance et dans le respect, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être transmises. Oui, vraiment. Puis ils sont capables de comprendre. Je pense que c'est important de leur expliquer le pourquoi aussi. C'est pas nous, c'est pas parce que nous, dans le sens que c'est quoi l'impact que ça a sur les autres? Parce que des fois, au niveau de la théorie de l'esprit, se mettre à la place de l'autre, ça peut être difficile pour la personne autiste. Donc, si on lui explique, si on lui explique qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres, ou peut-être que la personne a eu des plaintes dans le milieu de travail. Donc, s'il y a des choses comme ça, des faits sur lesquels on peut se baser, euh, c'est toujours, je pense que la personne est en mesure de comprendre. Euh, C'est toujours dans la bienveillance. Ouais, rester constructif, quoi. Merci. ouais, Mhm. exact. Ben, conséquence et aide possible. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait justement de comment on peut aider les personnes autistes en milieu de travail. Par exemple, pour la sensibilité visuelle, ça peut être de porter des lunettes de soleil, d'avoir un éclairage naturel filtré, d'aménager un coin à l'éclairage réduit, d'éviter la surcharge visuelle et la pollution visuelle. Pour les sensibilités auditives, par exemple, c'est de mettre un casque anti-bruit, être dans un endroit calme, réduire les sources de bruit au maximum, porter des bouchons, utiliser un bruit qui camoufle le bruit ambiant, comme les sons blancs, le bruit blanc, les sons répétitifs. Au niveau du toucher, de la sensibilité tactile, ben, porter des vêtements lestés, réduire au maximum les contacts ou les contacts entre la peau et les vêtements, réduire les sens tactiles par des ballons à pipeau, les textures. Pour la sensibilité gustative, olfactive, ça peut être loin de la cuisine, qui est une source d'odeurs multiples, ou être loin des toilettes, par exemple, ou de la poubelle. Mâcher de la gomme pour justement pour enlever comme les autres odeurs ou les autres goûts. Puis la sensibilité vestibulaire, ça c'est le système vestibulaire, ça peut être le système vestibulaire, c'est tout ce trait à l'équilibre ou aux différents mouvements dans l'espace. Ben, peut-être des fois se balancer dans un hamac, ça peut calmer des trampolines. La réduction des trajets en transport en commun où ça brasse souvent. Donc, c'est vraiment des dysfonctionnements sensoriels qui sont à la source de l'autisme.
Puis ça fait en sorte que la personne elle était capable de filtrer, identifier l'information provenant de tous ses sens en même temps. Des fois, elle peut mal interpréter l'information qui vient de ses sens. Elle se retrouve en surcharge sensorielle rapidement. C'est bon. C'est tout simple des fois, hein. Les solutions, c'est juste pour y aller vraiment avec ce que la personne a vit et ses difficultés propres, là. C'est pas nécessairement compliqué, les solutions. J'aurais envie de rajouter que la personne, elle les a, les stratégies, souvent. Depuis qu'elle est toute petite, elle a eu un diagnostic. C'est sûr qu'il y en a qui sont diagnostiqués beaucoup plus tard, mais habituellement, ils se sont adaptés. Mais souvent, ils ont déjà leur stratégie, ils ont déjà leurs les moyens qui les aident là, à fonctionner puis à s'adapter. C'est toujours bien de reprendre les mêmes aussi que la personne a et pas d'en rajouter des nouvelles parce que ça aussi, ça peut être comme ça peut être pas aidant en fait pour la personne. Les forces des personnes autistes, il y en a beaucoup. C'est vraiment des personnes. Oui, il y a une complexité, mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de richesse, beaucoup de belles qualités, un sens très logique. Tu sais, on dit souvent que les personnes TSA m'ont toujours permis de penser autrement, puis de sortir de ma zone de confort. Puis je trouve je trouve ça très stimulant comme façon de voir, là, tu sais. Sont logiques, ils ont un sens analytique très développé, capacité de reconnaître des patterns, là, tu sais, sont très forts, tu sais, comme ils ont un cerveau qui fonctionne au niveau perceptif, ils vont être capables de voir des patterns très rapidement, là, c'est assez incroyable, c'est comme la matrice de Raven, là, c'est des tests, là, donc et puis, tu sais, même les calculs, là, les multiplications, les divisions, ils vont voir rapidement des patterns dans tout ça. Capacité à percevoir différemment et donc de proposer des solutions novatrices. On a beaucoup à apprendre d'eux aussi, d'avoir une façon autrement, de voir autrement. Des fois, on est souvent, on est dans une espèce comment je pourrais dire ça, pas de pattern, mais on, On fait souvent les choses de la même manière, ouais, un hein. peu conforme, tu sais, mais eux ont vraiment une autre façon, parfois ils nous amènent une autre façon de voir qui peut être extrêmement positive, créative aussi dans leur approche. Grande capacité de concentration, surtout quand c'est des choses qui les intéressent. Et parfois aussi, il faut les amener euh, à, à prendre des pauses aussi à travers ça, être capable d'équilibrer tout ça. Sens de l'observation, souci du détail, hein, ils peuvent observer des choses que nous, on ne voit pas. Ils vont observer des changements, des fois, dans nos bureaux. Souvent, les personnes TSA, ils observaient qu'il y avait des changements, des déplacements dans nos bureaux. Donc, ils vont avoir vraiment cette capacité-là d'observer et de remarquer des détails. Rigueur, méthodique, précision, très perfectionniste aussi pour certains. Euh, Minutie. Très fiable aussi, c'est des gens qui sont fiers de travailler, c'est des gens qui veulent aller travailler, qui ont des choses à apporter, puis quand ils ont un travail, ils sont très reconnaissants et très honnêtes ou fiables dans, dans ce qu'ils sont. Responsables, loyaux, mémoire, une excellente mémoire encyclopédique, qu'on appelle aussi. Donc, capables de se retenir des événements dans le passé, de retenir aussi des informations très, très poussées sur un sujet. Chaque personne, donc, a des habiletés, des forces uniques. C'est intéressant d'apprendre à les connaître, de passer du temps. Puis c'est ce qui va faire qu'on va créer un lien avec eux aussi, puis qu'on va créer le lien de confiance. Quand tu parlais du sens analytique développé, Sonia, tantôt, moi, j'avais une cliente autiste, puis après avoir vu 2 fois le site web de son employeur,
Elle était toute capable d'en dire la structure, des choses à améliorer à son employeur. Ce que ça avait pris à l'employeur comme 6 mois à faire, elle l'avait fait comme, elle avait capé en 2 fois. C'est un type d'exemple, là, Des c'est mémoires assez fascinant. photographiques, des mémoires Mhm, photographiques, là, oui, tout à fait. mhm. C'est très commun. Authentique, honnête, direct et transparent, ce qui peut des fois leur jouer des tours en emploi. Fait que ça, des fois, c'est un petit travail à faire avec eux, hein, des choses qui peuvent se, tu sais, ils vont pas mal dire ce qu'ils pensent, hein. Fait que des fois, ça, ça plaît pas à tout le monde. Fait que ça, nous, on doit un peu sensibiliser le milieu si on a une personne qui a un peu ces traits-là, ces caractéristiques-là, de dire de ne pas prendre les choses personnelles. Moi, j'ai appris avec le temps là, de ne pas prendre les choses personnelles avec les participants. Mais c'est ça, c'est qu'en emploi, ça peut déranger. Fait que des fois, il y a une petite sensibilisation à faire aussi, autant auprès de la personne TSA, lui expliquer l'impact que ça peut avoir, euh, puis autant pour le milieu aussi, là, les sensibiliser. Mais les conditions gagnantes, justement, le secret pour l'intégration des personnes autistes en emploi, le voici! Non. Mais c'est permettre de prendre des pauses et les encourager, d'expliquer le pourquoi et le comment des choses, les raisons derrière les décisions, derrière les actions, fournir des informations, des directives par écrit, hein, ils ont une mémoire photographique, puis ils pensent en images et détaillées de façon structurée, éviter d'être flou et ou implicite, là. L'explicite est toujours plus facile à comprendre euh, pour les personnes autistes. Donner des attentes et objectifs spécifiques et quantifiables. Même chose que pour l'implicite. L'à peu près, on essaie d'éviter ça le plus possible. Assigner un mentor, un accompagnateur. C'est tout encore là des petits trucs simples, des petits trucs qui peuvent aider les personnes autistes grandement. Communiquer tout changement ou les nouveautés à l'avance. Ça peut être aidant, comme ça la personne a le temps de justement les anticiper. Fournir de la rétroaction constructive, directe, spécifique et précise, quantifiable aussi toujours. Donc, être détaillé. C'est des conditions qui peuvent vraiment faire en sorte que la personne tire son épingle du jeu en emploi. Donc, la personne autiste, elle a besoin justement d'être que les choses soient explicitées, détaillées, quantifiées et, euh, et aussi à être pris au sérieux dans ces problèmes de sensibilité sensorielle. Comme on l'a dit tantôt, c'est plus fort qu'eux. Donc, c'est loin d'être des caprices, c'est que leur cerveau fonctionne différemment, leur sens fonctionne différemment de la plupart des gens et une fois qu'on comprend ça, puis qu'on peut être en mesure de les aider, ben, il y a des belles choses qui peuvent se déployer, là. Leurs compétences vont se déployer au maximum. Pour poursuivre dans les conditions gagnantes. Donc, permettre à la personne autiste de poser des questions pour donner du sens, aller chercher des détails pour s'assurer de bien comprendre. Fait que des fois, au début, en début d'emploi, elle va poser plus de questions pour essayer de donner du sens là, à ce qu'elle fait rapatrier toute l'information qu'elle a besoin pour, euh, pour, pour bien répondre aux attentes puis bien faire sa tâche. Expliquer le pourquoi, le comment des consignes et des attentes. Euh, Ça, c'est extrêmement important parce que si on change une consigne, ben, c'est important d'expliquer pourquoi on change cette consigne-là pour que la personne se comprenne, fasse du sens à ce changement-là, puis qu'elle se mobilise pour s'ajuster, s'adapter. Transmettre à la personne les témoignages favorables dont elle a fait l'objet afin de l'encourager. Ça, c'est important, hein? On a souvent travaillé avant avec ces personnes-là, enfants, on a travaillé sur les difficultés, mais en vieillissant aussi, souvent une faible estime d'eux-mêmes, puis une perte de confiance en eux. Fait en emploi, je pense que c'est important aussi, puis quand on travaille avec eux, de les valoriser sur leur bon coup aussi, puis de mettre en valeur les compétences qu'ils possèdent.
Donc, concrètement, l'accompagnement, l'intégration, le rôle du soutien du service puis ses en main-d'œuvre, c'est d'aider l'employé à apprendre et à comprendre les règles non écrites du milieu de travail. Ça peut être d'aider l'employé et ses collègues à naviguer à travers les éléments du milieu, les éléments plus sociaux du milieu de travail. Par exemple, la culture, du milieu de travail, le travail d'équipe, la collaboration, les aspects plus sociaux du travail pour justement que la personne soit inclue, au sein du groupe, que la personne autiste soit inclue, comprise au sein du groupe. Puis on peut soutenir la personne et soutenir le milieu de travail dans la résolution des malentendus aussi. Donc, prendre le temps d'expliquer la source du malentendu, trouver des solutions adaptées et constructives. Donc, si soutenir l'employé pour remplir les formulaires, ça, c'est aussi c'est parfois difficile pour la personne TSA là, de remplir les formulaires de pré-embauche, les contrats de travail et tout ça, de prendre le temps d'expliquer le contrat de travail à la personne, qu'est-ce que ça signifie, puis de travailler avec l'employé aussi pour apprendre les tâches à accomplir. Donc, on va être là aussi pour travailler avec la personne autiste pour lui apprendre les tâches, pour lui montrer la séquence des tâches, le travail à faire, la routine en général dans son travail. Lui présenter les collègues de travail et le rôle de chacun aussi, c'est aidant pour la personne là, pour mieux se situer, pour mieux s'adapter. Aussi élaborer des outils comme des listes de vérification. Le visuel est super important pour la personne TSA. Ça, ça, ça l'aide à être performant, ça l'aide à mieux à répondre aux attentes. Donc, d'avoir des directives visuelles pour soutenir l'apprentissage et les tâches du poste. Aider aussi si la personne a une formation dans son emploi, ben, l'aider aussi à comment avoir le visuel de cette formation-là, peut-être avant d'avoir la formation ou avoir du visuel pendant qu'on donne la formation. C'est très aidant là, pour la personne TSA.